Recording in progress. Ça fait parfait, Mr. Richie. Faire une petite fente. Vas-y, fais une feinte, mais un passement de jambe. Check, il faut. Ouais, merde. Ouais, non. Salut, Bonjour Carla. tu m'entends? Bien, très bien. Enfin, Super. merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On a Avec passé plaisir. du temps à lire plein de choses. On sait que j'aurais voulu faire tellement plus, tellement le sujet est passionnant. Mais je pense que tu vas être top. Bah, je sais pas parce que du coup, à la base, comme je comptais pas faire de documents et tout, bah, du coup, j'ai pas fait une vraie presse de ouf comme j'aime bien les faire, tu vois. Mais moi, je la trouve super belle. Alors du Mais coup, tu vois, déjà, je l'ai faite en 4 minutes en fait. Donc tu vois, 4 minutes avec un bébé sur un sein et, et l'autre gamine de l'autre côté qui voulait une histoire. Donc si tu veux, mais on je préfère faire des trucs vachement plus léchés. Mais bon, pas de grave, ton côté. Mais là, tu vas faire un truc Nash et Hello. Bon, de toute façon, on est trois, quoi. Enfin, l'idée, c'est d'être. Voilà, ça, exactement. Donc, Et je pense qu'il faut quand même les préparer sur le fait que leur dire dès le début que on a appelé ça masterclass, mais que J'entends. en vrai, personne n'y connaît rien. Enfin, personne n'y connaît rien. on n'a Euh, pas de solution, c'est ça que tu veux dire. non, mais je veux dire, c'est les prémices. Tout le monde tâtonne, tout le monde découvre. Nous, ce qu'on est allé faire, c'est aller faire le travail d'écouter et de regarder tout ce que tous les experts, soi-disant, que ce soit les experts du côté de l'IA ou des experts côté éducation et neurosciences disent, mais que pour l'instant, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de vraie connaissance approfondie du sujet. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est juste donner un aperçu de toutes les perspectives et notre point de vue personnel. Voilà, c'est pas vraiment une masterclass, quoi. Parce que- Je suis pas d'accord avec toi parce que je pense que bah, toi, tu as 4 enfants, là chez moi aussi. Ah, moi Les aussi. enfants, enfin moi, les miens sont déjà à fond dans l'IA par leur grand-père, toutes les Mm, quatre. mm, C'est rigolo d'ailleurs de voir Son père, hein, parce que moi, le mien. Jade qui passe son bac et challenger les écoles, tu sais, auxquelles elle a postulé pour l'année prochaine en disant mais vous en êtes où à l'IA et c'est quoi votre rapport à l'IA et comment vous envisagez bah, mm, voilà, nous former dans cette nouvelle ère. Donc, j'ai tendance à avoir assez confiance en nos enfants, en fait. Ils vont s'adapter. Mais la question, c'est plus nous, comment aujourd'hui on les élève dans un monde qui change super vite et dans lequel on doit s'adapter. Et je me rappelle avoir une conversation avec un prof de cinéma qui était un peu virulent, tu sais, au sujet de l'IA. Et je mm, lui disais, en fait, je pense qu'on rentre dans une ère où on apprend autant de la jeune génération qu'on peut leur partager. C'est-à-dire que c'est en les observant, en les voyant réagir, tu vois, avec les contenus, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a monté l'IA Récré, hein, c'est pour montrer à quel point les enfants, en fait, bah, ils ont une sorte de quelque chose d'assez naturel, finalement, de discuter avec l'IA. Ils mm, se posent pas de mm, questions. Finalement, c'est eux qui nous apprennent énormément mm, sur comment, après, on peut bah, les accompagner au mieux, etc. Alors, ça veut pas dire, effectivement, je suis d'accord avec toi, hein, qu'on a toutes les réponses, mm, mais je pense que si on a un vrai challenge aujourd'hui, c'est de se dire que la façon dont ils sont éduqués à l'école, et je vais mm. quand même partager ta presse imparfaite qui est, euh, tu sais quoi, en fait, elle est pleine d'amour, cette presse, je trouve. Ouais, elle aurait pu être faite par mon fils, tu vois, justement. C'est ça qui m'embête. Euh, et donc voilà, le point de départ que tu donnais, que moi je trouve génial, c'était aujourd'hui, on demande à nos enfants de rester assis 7 heures et parfois plus hein, quand ils ont du soutien en classe. Ouais. Est-ce que c'est Moi, ça les miens, ils peuvent pas, hein. Je peux te dire, c'est l'enfer pour eux. C'est l'enfer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que bah, tu te présentes rapidement Mm. pourquoi tu es là aujourd'hui et comment cette sérendipité est arrivée. Ok. Tout a commencé là, hein, ça y est, on est parti. Hein. On est bonjour à tout le monde, parce que là, on a l'impression qu'on discute entre nous, mais Oui, elle pas n'a du pas vu tout. Carla que Il est 10h06, on est à fond dedans depuis 5 minutes, tout le monde écoute. Bonjour à tous, merci d'être là.
Et on y va, on se lance. Et effectivement, on a les jolies praises qui sont jolies pour moi, pas jolies pour Carla, mais elles sont jolies pour vous. Et on va avoir un joli sujet. Et comme le disait Carla, un sujet sur lequel, en fait, il y a plus de questions que de réponses. Mais c'est pas grave. Parce que justement, c'est l'échange qui permet peut-être d'avancer aussi en la matière. Donc, on y va. Et Carla va commencer par se présenter, effectivement. Bonjour, bah du coup, je m'appelle Carla. Je suis à moitié américaine, à moitié française, ce qui me confère une situation tout à fait privilégiée sur la question de l'IA et des inquiétudes qui peuvent en Écoute. sourdre, voilà, un joli mot, sourdre. En ce qui me concerne, j'ai 4 enfants. Et du coup, il y en a la petite dernière qui a 8 mois et l'aîné qui a 15 ans. Qui sont répartis sur cette échelle-là. Et donc, j'ai les questions de Parcoursup et d'orientation future d'un côté, et les questions sur combien d'heures on donne à un enfant de 11 ans ou de 3 ans ou pas du tout. Comment est-ce qu'ils vont s'approprier la question des écrans en général et de l'IA en particulier. Qu'est-ce qu'on fait dans le cadre d'une fratrie où les grands ont le droit et les petits n'ont pas le droit. Et comment est-ce qu'on se positionne par rapport à l'école qui enseigne de manière assez traditionnelle encore euh, des choses que les enfants peuvent trouver en 4 secondes au chrono utilisant de l'IA. Comment on leur enseigne à réfléchir dans un monde où tout est pré-mâché et pré-cuit. Voilà. Et comment on navigue ça à grande vitesse. Voilà. Exact. Alors, tu es maman, comme on est parents avec Nash, mais tu as aussi une très belle carrière. Alors oui, bah, j'ai passé de nombreuses années en agence, en digital, en conseil digital. J'ai des très jolies agences comme Even Conseil, si vous connaissez pas, c'est une agence française qui est très sympa. Mazarine, que tout le monde connaît. Bon, voilà. Ensuite, j'ai passé à peu près 15 ans chez L'Oréal, à tous les postes, en marque, au corporate, sur du business, enfin, un peu tous les métiers sur Saint-Laurent, sur House 99, au corporate, en charge de tous les contenus pour le groupe. Voilà. Ensuite, je suis allée chez Coty monter une content factory pour les 40 plus marques du groupe utilisant de l'IA pour produire ces contenus de qualité à grande vitesse et sans impact CO2 sur la planète. Et puis, depuis un peu plus d'un an, je travaille avec des startups en IA générative et des Frontier Labs sur des questions d'IA générative, la production avec l'IA, mais aussi la transformation des métiers, le conseil aux entreprises et aux COMEX sur comment transformer leurs organisations, comment arriver à implémenter l'IA de manière smooth sans trop disrupter leurs équipes, tout en étant très innovants. Voilà. Voilà. Donc, on peut dire quelque part que tu es AI first, que Ah, voilà, tu es complètement, oui. Complètement. Et à côté de ça, bah, je fais beaucoup d'IA avec mes enfants, on produit beaucoup de trucs et j'écris beaucoup d'articles sur l'IA, voilà, allant tout à des fait. neurosciences jusqu'à des articles sur le futur de la créa, par exemple. Voilà. Exactement. Donc, c'est vrai que tu es très engagé et qu'on essaie de faire plein de contenus ensemble. Il y a pas mal de surprises qui vont arriver d'ici la fin avant les vacances de 3 d'été. Mhm. En tout cas, je suis vraiment ravie avec Naj de pouvoir t'accueillir. Donc, aujourd'hui, on accueille des personnes de Ask Console, de AI Leadership Programme. Donc, tu as essentiellement des dirigeants, mais qui ont tous pour des enfants, ou en tout cas qui côtoient des enfants et se posent plein de questions. Et donc, bah, je te propose, on déroule rapidement ce que tu avais écrit, que je trouve absolument fantastique. On interagit. Si vous avez des questions dans le chat, vous pouvez nous les poser. Et avec Nash, on va essayer de suivre et voilà, de faire un peu comment dire, les MC pour, euh, pour M poser les silencieux. questions au fur et à mesure. Et puis, C'est marrant, ça, M silencieux. Ouais, silencieux, ouais. ouais, ouais. Excuse-moi, je suis Hmm. concentrée. Parce que moi, je suis là pour faire des blagues, moi. Donc, on y va, Et bah, c'est parti. hein. Je déroule les slides et je te laisse. J'ai pas de souci sur le feu de parole.
Ok, bon, alors du coup, déjà, caveat, et je pense que pour ceux qui étaient là depuis le début, vous avez entendu mon point d'intro, c'est que évidemment, ce sont des sujets qui sont mainstream, enfin qui ont atteint tout le monde assez récemment, ça fait un an et demi. Bon, moi, je travaille avec l'IA comme Nash et Elodie depuis 3 ans ou 3 ans ou 4 ans, mais en vrai, ça touche nos enfants depuis un an et demi, donc c'est un sujet nouveau. C'est un sujet nouveau pour tout le monde. Et donc, bien sûr, nous, comme on est dedans toute la sainte journée, on est allé chercher tout ce que les experts de plein de domaines disent sur le sujet. On est allé chercher des gens en psychologie, en neurosciences, voilà, des gens qui sont soit le savoir médical ou en tout cas sur la santé des enfants, voilà la question de la santé mentale et physique des enfants. On est allé voir le corps éducatif, qu'est-ce que les profs disent, en tout cas les profs qui ont beaucoup utilisé l'IA ou qui ont commencé à faire des expérimentations. Et on est allé regarder évidemment ce qui se disait dans le monde de la tech sur les experts en IA, ceux qui produisent les modèles ou ceux qui s'en servent énormément. Voilà. Les experts de l'emploi aussi, Carla, on peut dire de comment Future of Work, qui reste Oui, une vraie question, comment on élève nos enfants, comment on les aide à se former au mieux pour avoir un job ou kiffer la vie, en tout cas plus tard. ah ouais. Alors c'est le fond du sujet, parce que quand on les élève bien sûr pour être des belles personnes, mais on les élève quand même beaucoup pour s'insérer dans une société, dans l'espace public, la res publica. Et du coup, c'est très important de réfléchir à quels skills, hein, quel savoir, quelle posture, quels apprentissages on leur propose pour qu'ils puissent mieux s'insérer ou survivre ou réussir même dans la société, dans un monde qui bouge à une très très grande vitesse. Et donc pour arriver à ça, ben, on va repartir de l'actuel. Et l'actuel, c'est en tout cas en France et dans de nombreux pays d'Europe. Donc, moi, j'ai fait 5 pays en Europe et les États-Unis aussi, donc, et puis un petit peu d'Amérique latine. Donc, j'ai pu voir plusieurs modèles éducatifs et mes enfants sont à l'école française. Et du coup, ce que je vois, c'est qu'ils passent à peu près 7 heures assis en classe. Et il se trouve que j'en ai qui supportent ça, puis j'en ai qui supportent pas bien ça, qui sont un petit peu TDAH sur les bords et hyperactifs et dyslexiques et tout ce qu'il y a de 10 dans ce monde, et pour qui passer 7 heures assis en classe à écouter est une impossibilité, enfin en tout cas est une souffrance. Et donc ils le font, mais ça leur coûte assez cher. Ils sont du coup très compliqués le soir en rentrant à la maison, hein. Et en plus, ils arrivent en classe, ils apprennent des trucs, hein, ils apprennent beaucoup de trucs par cœur d'ailleurs, ils rentrent à la maison avec exactement bah, la même pensée que quand ils y sont rentrés, et puis surtout la même pensée que, alors je veux pas dire la même pensée depuis 1905, mais pratiquement, hein, le corpus scolaire a évolué. D'ailleurs, il y avait un truc qui tournait sur. Je vais faire plein de digressions, vous allez voir. Il y avait Faut un pas truc. trop tard. Je suis moi-même neurodivergente. Donc, il y avait un truc qui tournait il y a 5-6 ans sur les réseaux sociaux, il y a une petite vidéo qui tournait qui disait, bah voilà, si on regarde l'industrie automobile depuis 1905, euh, bon, bah, c'est incroyable ce que ça a évolué entre les voitures de l'époque, ou ou les voitures, hein, les calèches ou je sais pas quoi, de l'époque et de nos jours, c'est extraordinaire ce qui a évolué. Si on prend l'aéronautique, c'est pareil. Si on prend le médical, là, c'est pareil. Si on prend, enfin, il prenait plein d'exemples. Et puis si on regarde l'éducation nationale, enfin, finalement, la façon dont on apprend, il y a des trucs qui ont bougé, mais c'est pas du tout aussi spectaculaire. L'évolution n'est pas du tout aussi spectaculaire. En fait, nos enfants apprennent quand même à peu près la même chose de la même manière depuis très longtemps. Et donc, effectivement, tout le monde pense un peu pareil, de génération en génération, avec les mêmes manuels scolaires. D'ailleurs, bon, moi, alors, j'ai pas fait toute ma scolarité en France, moi, mais j'avais gardé dans des cartons un vieux manuel du lycée français de Bruxelles, section bilingue où j'avais été. Il se trouve que c'est le même dans son édition 2025 qu'utilisent mes enfants aujourd'hui. J'ai pu comparer les deux. La différence n'est pas, les dessins sont pas les mêmes, on va dire. Voilà. Mais le contenu lui-même a pas beaucoup évolué. Donc, c'est quand même quelque chose Quand d'important. même, hein. Comment? Ce qu'on voit, Le contenu a diminué. et le contenu a diminué.
Oui, oui. Alors, je suis d'accord. Disons qu'il s'est simplifié. Donc, Mm. on a simplifié les contenus. Après, il y a quand même un socle qui est à peu près similaire, mais similaire dans un monde qui est 10 fois plus complexe. C'est quand même. Alors, tout le monde parle de banni maintenant parce qu'on n'aimait plus VUCA. Alors, il fallait inventer un truc nouveau. Mais Faut que que ce tu me dises soit ce que c'est là, VUCA. parce que pour moi, banni, j'ai banni le mot du mon vocabulaire. Même vu cas, hein. Même cas. Alors, ça veut dire quoi, banni Ben, en gros, c'est de dire que le monde est complexe, qu'il bouge tout le temps, qu'il y a des vents contraires, en gros, qu'il faut s'adapter en permanence. permanent? Et donc, alors il y a le sigle VUCA, c'est volatile, uncertain, machin, machin, banni, je sais plus ce que c'était. Euh, bon, mais c'est la même chose. En gros, ce qu'on raconte, c'est que le monde est très compliqué et par contre, nos savoirs et la façon dont on enseigne à nos enfants, lui, n'a pas beaucoup évolué. Et tu as raison, Nash a plutôt tendance à se simplifier. Voilà. Et donc, on leur Mm. répète les Alors, mêmes choses. attentif, tout le temps la même chose, attentif de ne pas parler. Il y a encore très peu de travail de groupe. Les notes sont toujours quelque chose. Là, je vois quelque chose. Enfin, nous, on a une de nos filles qui est en troisième. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais le ministre de l'Éducation nationale a décidé euh, comment dire, de faire que l'orthographe allait compter, tu vois, dans le brevet cette année, alors que ça n'a jamais vraiment été le cas. Donc, toutes les fautes vont être pénalisées. Donc, mettant tous les gamins en panique, tu vois, à quelques semaines du brevet, disant que le brevet n'était plus une véritable épreuve et qu'on allait faire en sorte qu'il y en ait 25%. J'aime bien, c'est que c'est plus combien vont l'avoir, mais maintenant, comme on est arrivé à 99,9, on se dit, bah tiens, cette année, on va faire en sorte que 25% des gamins ne l'aient pas pour leur montrer que finalement, c'est dur. Enfin, c'est un peu Oui, n'importe alors quoi. c'est un peu du populisme, ça, non, c'est pas vraiment vrai. Et c'est pas notre sujet du jour, mais en l'occurrence, oui, l'éducation à taille unique, c'est ce contre quoi on lutte, donc on va peut-être laisser Carla dérouler. Tout à fait. Donc du coup, les bonnes notes, être attentif, respecter les normes, le cadre, c'est quelque chose. Le savoir au sens classique, apprendre par cœur. Alors moi, j'adore notamment l'apprentissage par cœur des poésies, hein. Moi, je trouve que ça, c'est très important. Mais par contre, apprendre son cours par cœur et restituer son cours par cœur à l'ère de l'IA, ça fait plus tellement sens. On va en discuter. Il y a quelque Alors, chose tu qui a dis que ça a changé. changé. Voilà, Qu'est-ce qu'il y a quelque donc? chose a changé. Something changed. On voulait mettre un truc comme ça. La Et l'écran, voilà. du coup. Ça, c'est ce qu'on Et entend partout encore ce matin sur BFM. Oui, le niveau baisse à cause des écrans. voilà. Et en plus, genre Something changed, ça fait 10 ans hein, qu'il y a les écrans. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et oui, les écrans, bien sûr, ont un impact catastrophique à plein d'égards sur nos enfants quand c'est mal géré. Et oui, l'éducation nationale n'aide pas toujours. Moi, je suis désolée, mais mes enfants ont école directe, et donc ça veut dire qu'il faut qu'ils se connectent tout le temps pour aller sur école directe. Euh, mais ils n'ont pas qu'école directe. Dans école directe, on leur met des liens vers le Quick qui fait des mathématiques, vers une dictée par jour qui leur fait faire leur dictée, vers des exercices de lecture et de théâtre, etc. Et donc en fait, l'heure de devoir, qui d'ailleurs est beaucoup trop longue, et on voit bien que dans tous les systèmes du monde qui réussissent, il n'y a pas de devoir, mais les enfants vont plutôt jouer dehors, mais peu importe, sur l'heure de devoir qu'ils doivent faire en moyenne, eh bien, il y en a 40 minutes qui sont sur les écrans. Et donc déjà, tu as 40 minutes d'écran pour le môme, un écran qui évidemment est extrêmement tentant de changer d'onglet, enfin et d'aller faire du Roblox ou autre chose derrière. Donc, on veut leur faire écrire à la main, toucher du papier, sentir des choses, discuter, réfléchir. Et en fait, on leur prémâche le truc et on leur prémâche via un écran, encore une fois. Bon, bref. Alors, Mais, toi, tu dis que les écrans, mais en voilà. fait, n'ont peut-être pas brisé le système, mais que peut-être ils l'ont révélé. Alors, qu'est-ce que tu entends par là? Oui, bah, en fait, ça a juste révélé qu'il y avait, un problème beaucoup plus important, qui n'est pas tellement, l'addiction ou voilà, mais qui est plutôt la façon dont on enseigne et la façon dont on réfléchit. Je pense que c'est vraiment ça le sujet. Les écrans, ça montre que les gamins s'ennuient très rapidement, qu'ils ont envie d'être divertis, qu'ils ont envie d'avoir de la dopamine, qu'ils ont envie d'être excités par des choses et que l'école ne pourvoit pas ça, donc on va à la facilité et on a tous fait ça. Et d'ailleurs, on parle des enfants hein, qui sont accros aux écrans, tout ça. Les plus accros aux écrans, et toutes les études le montrent, trop peu de gens en parlent, c'est les parents et les grands-parents.
si vous regardez les stats sur les seniors, hein, vous allez voir que c'est catastrophique. Ils vivent avec leurs écrans devant eux. Donc, quand ils gardent vos petits-enfants, et souvent ils ont les écrans, mais les parents aussi, en fait, les parents ont le téléphone avec eux en permanence. Donc, comment vous voulez donner l'exemple aux enfants derrière? Bon, bref. Alors, qui dit On peut passer à la suite. voilà, qui dit écran dit IA. Voilà. À ChatGPT, Gemini ou autre. Et toi, tu Et dis que l'IA n'est pas devenue humaine. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? ben, en gros, l'IA fait ce qu'on enseigne aux enfants depuis des siècles. C'est-à-dire, en gros, on leur dit, ah, il faut que tu raisonnes bien, il faut que tu connaisses bien plein de choses. Je me souviens d'avoir péroré longuement auprès de mes parents sur l'importance du puits de science. Et donc, il fallait connaître plein de choses, hein, un héritage rabelaisien, mes connaissances littéraires, pour dire qu'en fait, il fallait absorber toute une tonne d'informations et être sachant et savant. Et en réalité, l'IA fait tout ça, le raisonnement, la synthèse, l'analyse, le par cœur, beaucoup mieux que n'importe quel humain. Du coup, qu'est-ce qui reste humain? Et la C'est ça. question, elle est vraiment là. Et puisque l'IA sait structurer, résumer, produire et répondre sur du savoir, qu'est-ce qui reste humain dans l'affaire? Et ben là, il y a évidemment, l'IA n'est pas humaine. Et évidemment, il y a des choses qui restent humaines. Et ces choses-là sont le cœur de ce dont on veut discuter aujourd'hui sur nos enfants. Enfin, ce qu'il faudrait, nous pensons, et ce que les experts qu'on écoute pensent, en tout cas pour le moment, qu'il faut développer chez nos enfants à l'avenir. Donc, Sachant qu'on parle quand même de cerveau vierge face à un outil surpuissant, oui, avec nos regards, nous, d'adultes, avec nos cerveaux pleins, nos expériences vécues, et tout ce qui nous permet justement de bien appréhender cet outil. Donc il y a aussi cette question de comment est-ce qu'on se... qu'est-ce qu'on a à donner à une IA quand on est un enfant, en fait. Parce que l'IA sait tout ça, mais l'enfant ne sachant rien, saura-t-il d'une part utiliser l'outil, et d'autre part, l'outil saura-t-il lui rendre service? Enfin, ça, on va en parler plus tard, mais ben, on c'est... va, on va en parler un peu après, évidemment. Et moi, je cherche depuis tout à l'heure et j'ai des trous de mémoire. Je pense que c'est mon baby brain, enfant de 8 mois. Je suis encore en plein dedans. Mais il y avait un article qui a été écrit, je sais plus si c'est Libé ou Le Monde ou Courrier International. Je crois que c'est peut-être Libé. Ou The New York Times. Bon, je sais plus. Mais en gros, il y a un gars qui a écrit un texte fantastique sur l'éducation et l'IA, où il parle de deux façons d'enseigner. La première, c'est d'avoir une espèce de navire central où, en gros, on sanctuarise un certain nombre de choses. Et la sanctuarisation qu'il faut, c'est par exemple l'écriture à la main, sentir le papier, la pensée longue, la pensée que tu es obligé de caser dans une main, sur une feuille, dans un trait d'encre, de structurer, parce que ça fait travailler la cervelle de manière complètement différente. L'apprentissage des choses, la philo, par exemple, on va en parler longuement après, mais de la philo, de l'art, la culture, le débat, la discussion, euh, entre élèves et professeurs, les travails de groupe, enfin, tout un tas de choses qui justement travaillent un socle de compétences, de connaissances, de réflexion, savoir réfléchir, savoir questionner le monde, voilà. Et puis, pour les humanités, quoi. autour de ce navire, il y avait l'océan, et cet océan, c'est justement l'IA et l'océan des possibles, sous-entendu, et donc tout ce qu'on pouvait développer et construire de manière concrète, presque en mode projet, avec l'IA. Bon, on va en discuter longuement, mais il y a effectivement ce double mouvement de sanctuarisation et de voilà, mais pas sanctuariser le bête et méchant, le savoir bête et méchant, sanctuariser le processus de réflexion. Voilà. À l'ère où justement l'IA permet de faire plein de choses. Déjà, voilà. Pardon, du truc d'extraction cognitive. Alors, tu dis qu'on entraîne la pensée structurée qui devient entraînable, qui devient automatisable, la boucle se referme sur elle-même. Donc, en fait, il faut entraîner nos enfants différemment, en fait. Exactement. C'est-à-dire que dans un cercle, dans une espèce de roue de hamster où en fait le savoir standardisé est automatisable à très haut niveau, hein, quand même, on voit maintenant que
on atteint presque l'intelligence humaine. Enfin, c'est vraiment impossible d'égaler la machine aujourd'hui. Donc, dans cette façon traditionnelle de comprendre le monde, eh bien, en fait, il faut entraîner nos enfants à challenger le monde. Alors, on a beaucoup de chance en France parce que j'ai envie de dire que ce qui fait à la fois la qualité et le désagrément, si on peut parler ainsi, du français, sans faire de clichés, hein, c'est il a l'esprit critique. En tout cas, il critique. Tout à Voilà, fait. et je dis ça avec énormément d'amour et de tendresse parce que je suis donc moitié française, moitié américaine et que j'ai toujours râlé sur le fait que les Français râlent en disant oh là là, nous les Américains, enfin mon autre partie de moi-même, nous on est positifs, on va de l'avant, les Français sont immobilistes, ils ne font que râler. Bon. Mais en réalité, euh, de nombreux Américains, et ce côté on avance, on questionne pas, on fonce, etc., qui est réel, hein, qui est réel. Et je dis pas du tout que les Américains ne challengent rien et ne réfléchissent pas, mais quand même, il y a une posture qui est plutôt d'aller de l'avant et de réfléchir en marchant. Et en France, il y a quand même plutôt quand même une tradition de réflexion et d'esprit critique assez fort, qui parfois peut paralyser un certain nombre d'actions. Mais il se trouve que cet esprit critique devient extrêmement intéressant à l'ère de l'IA, puisque ça va nous permettre de transmettre à nos enfants euh, le fait de challenger l'output de l'IA. Donc, l'IA va faire ce travail de réflexion, de défrichage, de proposition de choses, et plus on aura enseigné le goût du challenge, le goût d'une réflexion transverse, de travers, multidisciplinaire, créative à nos enfants, et ben, plus ils pourront travailler avec l'IA de manière solide, efficace, et non pas être dépassés par l'IA, et non pas être dépossédés de leurs connaissances et de leurs capacités cognitives non plus, parce que c'est évidemment le risque. C'est la vengeance de Descartes. Oui, 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 tout à fait. Euh, Donc, Alors, évidemment, tout le monde parle d'emploi, hein, c'est ça? forcément, si on peut tout automatiser, forcément on pense aux emplois, mais tu dis qu'il n'y a pas que ça qui va être automatisé, mais aussi finalement, on va automatiser, je passe au slide d'après, la pensée qu'on a nous-mêmes entraînée. Oui, alors, il y en a qui disent, et peut-être à juste titre, qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise. Il y a quand même beaucoup de vrai là-dedans. C'est-à-dire que c'est extrêmement jouissif et addictif quand vous commencez à automatiser un certain nombre de choses. Je vous donne un exemple concret qui est le format MD, pour ceux qui connaissent. Donc, dans Claude, bon, avant, on va commencer par les débuts. Dans GPT, il y avait un petit bouton que vous pouviez activer qui s'appelait mémoire. Vous activiez mémoire et puis du coup, tout ce que vous disiez à GPT était conservé et donc vous n'aviez pas besoin de vous réexpliquer sans cesse. Vous pouviez faire référence à des conversations précédentes, s'en souvenez, vous connaissez. Super, vachement bien parce que voilà, en faisant ça, vous entraînez le modèle déjà, puisque vous donnez votre façon de penser, littéralement, votre façon de réfléchir, de penser, de faire des pauses, de vous énerver, de vous émouvoir, qu'est-ce qui vous intéresse moins. Tout ça est évidemment profilé et peut sortir un profiling extraordinaire. Je vous raconterai ça une autre fois, mais on a fait l'exercice et les profilings sont meilleurs que n'importe quel test process comme MBTI et autres que vous pourriez faire. Le profiling est dément, il vous comprend et il vous connaît mieux que n'importe quel psy, c'est complètement ouf. Et donc, ça a commencé par ça, et puis assez rapidement, on est arrivé à, et là je passe à Claude, à la capacité de dire, bon, bah moi, à chaque fois que je vais te demander un truc, je veux que tu réfléchisses comme moi, je veux que tu réfléchisses exactement dans cet ordre-là, de cette manière, que tu ailles chercher telle et telle chose. Et voilà mon style d'écriture. Tiens, je t'ai donné plein de textes que j'ai écrits à la main pour le coup. Et tiens, voilà. Ah, mais ça me facilite la vie parce que maintenant,
J'ai même plus besoin de le briefer parce qu'il me connaît, il sait comment j'écris, comment je parle, comment je pense, ce qui m'intéresse, ce qui me rend curieuse, ce qui va m'exciter. Ah, il va me proposer toutes les semaines d'ailleurs, toute la veille qui m'intéresse. Avant, il me proposait des tas de sujets émergents. Maintenant, il me propose plus que des trucs qui m'intéressent déjà. C'est sûr que ça va m'intéresser parce qu'il me connaît vachement bien. Donc, en fait, je lui ai donné un double de moi-même. J'ai quasiment fait un double. Et bah ouais, c'est super pratique, ça va plus vite, c'est addictif. Mais en gros, j'ai complètement entraîné une IA à me remplacer d'une certaine manière. Voilà. Et donc Tu peux ça, expliquer le Markdown? comment? Mais peut-être Tu peux expliquer expliquer le Markdown, justement? le MD, ce que c'était sur Claude. Bah, le MD, c'est justement des fichiers qui sont conservés par bah, Claude, j'essaie de vulgariser, mais qui sont conservés où en gros vous avez donné l'ensemble de vos structures, de vos actions, de vos process pour qu'ils puissent les répéter automatiquement en fait quand vous faites de nouvelles tâches. Donc par exemple, moi j'écris beaucoup d'articles et j'ai une plume. Donc j'ai une plume, j'ai un style, j'écris des articles. Il se trouve que j'écris un secret diary depuis que j'ai 7 ans. Donc il a commencé par, des Moleskine, hein. Ma mère m'avait, très fièrement offert mon premier Moleskine à 7 ans, et puis j'ai écrit pendant des années à la main dans mes Moleskine et puis de préférence sur les Moleskine qu'on pouvait ouvrir avec un petit couteau à papier là, pour que les feuilles qui sentaient le cuir et le papier et puis, progressivement, des Moleskine, où on n'ouvrait plus à l'ouvre-papier et puis progressivement sur l'ordinateur et en fait, j'ai scanné tout ça et plus mes fichiers ordi et j'ai tout donné parce que j'ai ma plume. J'ai écrit, à 10 ans, j'avais écrit un premier roman qui d'ailleurs est absolument pourri, mais j'en ai écrit encore plein d'autres, et du coup, j'ai un style et donc j'ai donné tout ça à Claude et donc il a mon style. Donc en fait, quand j'écris un article, je peux donner toutes mes sources, je peux discuter avec lui pendant 2 heures pour lui dire ce que j'en pense et puis je lui dis: «Bah, maintenant, vas-y, voilà mon plan, voilà mes sources, voilà ce que j'en pense. Pour moi mon article dans mon style» et il va le faire et ça sera déjà Alors, fait. justement, on Voilà. fait des choses qui vont être plein de choses vont être automatisées, mais le vrai débat, peut-être, en tout cas moi, c'est celui qui m'intéresse particulièrement en ce moment, c'est que finalement, l'avenir appartient à ceux qui regardent les choses sous un angle différent. En fait, on peut se dire, bah, on est en train de se, tu vois, de fuser de scier la branche qu'on a en dessous de nous, mais est-ce que finalement, on n'invente pas l'IA pour se sauver de tâches répétitives, des choses que finalement on n'aimait pas forcément faire, etc. Voilà. Et est-ce que finalement, l'IA libère pas une autre sorte, enfin, nous permet pas de voir les choses sous un angle différent, libère pas d'autres formes d'intelligence? Est-ce qu'on avait la bonne définition de ce qu'était l'intelligence, en tout cas à l'école? Bah, est-ce que finalement, ça, comme les écrans, tu dis, voilà, on s'est pas posé la bonne question, peut-être que bah, les enfants sont mis tellement à l'école que les écrans prouvent qu'ils ont besoin de quelque chose d'autre. Est-ce que l'IA n'est pas là pour nous prouver finalement que on mérite mieux? J'ai envie de Alors dire. oui, bah, alors alors il arrête pas de me corriger que c'est pas lui qui a trouvé cette idée en premier, mais bon, moi c'est lui que j'ai lu. Donc il y a un gars qui s'appelle Michael Dandrieux, qui est un philosophe et un sociologue que j'adore, un pote. Et, euh, et il nous a parlé d'otium pendant longtemps, bien avant que ça devienne un gros truc, l'IA, qui était que le futur de l'humain, un peu comme à l'époque des Grecs, c'était que on se libère des tâches ingrates, sauf qu'il n'y a plus d'esclaves, enfin quoique, on peut en discuter, mais qu'on se libère des tâches ingrates et que du coup qu'on puisse utiliser notre cervelle et notre temps libéré pour l'otium, donc les loisirs qui t'enrichissent en fait, les loisirs intelligents. Voilà. Et donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui émerge, et on commence à réfléchir non plus du coup en termes classiques d'intelligence. Donc l'enfant intelligent, celui qui connaît par cœur, régurgite par cœur, connaît bien sa leçon et connaît bien le corpus qu'on veut qu'il connaisse, mais justement une intelligence plus créative, plus différente, plusieurs intelligences, des intelligences moins normées, euh, moins normopathes, si je pourrais presque utiliser ce terme utilisé en psychanalyse souvent. C'est-à-dire quelqu'un de normopathe, c'est quelqu'un qui a des pathologies normales. Et bien là,
Euh, et bien là, toutes les personnes qui sortent du cadre, hein, qui ont des intelligences multiples, divergentes ou nouvelles, vont être avantagées dans ce monde où tout ce qui est normé est automatisable et déjà pré-mâché par les IA. Voilà. Alors, Et si on revient, d'ailleurs, ouais, je disais, et si on voilà. revient à nos enfants, quand voilà, ça donne quoi aujourd'hui? Si on prend deux types d'enfants, alors nous, pour le coup, on nage dedans avec les nôtres. Ouais, exactement. Donc on a ce qui était très valorisé avant, hein, pour avoir un joli bac. Alors moi, dans l'école où sont mes enfants, qui est une école un peu classique, il y a encore, vous savez, les félicitations, les encouragements, Ouais. tout ça, hein. Et donc, ce qui est recherché, c'est l'enfant qui est précis, qui est structuré, qui est fiable, qui gère bien son cahier de texte et gère bien ses leçons et arrive bien avec les bons exercices faits le matin et de la bonne manière en respectant surtout la méthodologie. La méthodologie, alors ça, en maths, c'est très important, la méthodologie. Euh, on prend la formule, on l'applique en respectant la méthode. Si on ne Sans comprend pas progrès. bien ce qu'on fait, c'est pas très grave, hein. Si on ne comprend pas à quoi ça sert, c'est pas très grave non plus, tant qu'on a bien respecté et compris la méthode, voilà, qu'on peut l'appliquer. Ça, c'est très important. Et voilà, et il y C'est a une... rassurant, je pense, pour les parents, hein, quand même. Quand tu as des enfants qui sont comme ça, qui cochent toutes les Ah cases, ben, c'est le à l'école, bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Et on t'as peut des- rentrer dans le débat filles-garçons, non, alors il ne faut pas généraliser, mais quand même, on voit, en tout cas, le corps professoral lui-même nous dit que, effectivement, c'est parfois plus facile pour les filles de respecter les règles, parce qu'on leur a enseigné ça. C'est pas inné, hein, c'est parce qu'on leur a enseigné ça presque de manière intuitive, enfin, je veux dire, sans y penser à la maison. On est plus exigeant sur ces sujets-là avec les filles qu'avec les garçons. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, je vois, moi, que mes garçons, c'est dur de les faire faire ça. Euh, bon, après, je ne dis pas que la discipline est une mauvaise chose. Et d'ailleurs, je pense que personne ne dit ça. mais Voilà. pas être Mais curieux, imprévisible, avoir toutes les lettres de l'alphabet, parce que maintenant, on fait des tests et on TDAH, HP, machin, enfin, bon, les a 10, bref. Finalement, c'est des intelligences différentes, des façons de cerveau de fonctionner différentes. C'est aux profs aussi, là, c'est même pas l'IA auquel il faut qu'ils s'adaptent, c'est finalement à ces intelligences différentes pour pouvoir les accueillir, parce qu'aujourd'hui, le Oui, mais programme n'est pas fait pour. attention à ne pas faire de l'inclusivité nécessaire de minorité la règle pour tous. C'est-à-dire qu'il faut trouver un juste milieu et la réforme de la façon d'enseigner ne doit pas seulement intégrer le fait qu'il y a des intelligences différentes. Il faut que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, oui, mais alors ce qui est intéressant, c'est que on parlait de 10, 10 et 10, de tous les 10. Moi, j'ai- partout, alors évidemment, les miens sont 10, hein, diagnostiqués comme tels de manière plus, plus, enfin en tout cas, les deux grands, ils sont HPI plus, plus, 10, 10, plus, plus, bon, mais en vrai, quand je discute autour de moi, tout le monde, enfin, je n'ai que des copines dont les enfants sont HPI et 10, en fait, enfin, et ou 10, voilà, et donc j'ai l'impression que c'est juste des mots pour dire qu'il y a une pluralité d'intelligence. Et que les enfants dits classiques, donc précis, rigoureux, machin, pour qui la norme de l'éducation, enfin, en tout cas des programmes scolaires d'éducation actuelle fonctionnent parfaitement, bah, c'est une catégorie parmi plein de catégories. Et il se trouve que tout le programme scolaire a été fait pour cette catégorie-là, mais en fait, il n'y a rien de très rare dans le fait d'appartenir à une autre des multiples catégories de 10, puisque même dans les 10, il y a les dysgraphiques, dysorthographiques, dyslexiques, dys machin truc. Ah, et dans les HPI aussi, il y a un spectre extraordinaire. Donc en fait, on dit juste, il y a une pluralité d'intelligence et l'éducation nationale est faite pour une de ces sortes d'intelligence, enfin a été bien pensée pour une de ces sortes qui est la plus normative. Et peut-être qu'il faut élargir le champ pour que ça soit non pas pour satisfaire l'ensemble des intelligences, c'est pas possible, mais pour pousser la curiosité, le challenge, la capacité de challenger l'information, la réflexion
en groupe, la réflexion émotionnelle, le quotient émotionnel, enfin tous ces sujets de créativité, de ne moins cloisonner les disciplines, de créer une transversalité sur les disciplines. Alors, il y a des écoles, bon, elles sont très chères, très payantes et très élitistes, mais par exemple, j'ai entendu qu'à Janine Emmanuel, qui est une école bilingue un peu connue dans le 15e, il faisait la méthode Charpak. Donc, en fait, toutes les sciences étaient faites ensemble. Physique, chimie, sciences et vie de la Terre et mathématiques étaient enseignées comme un seul corpus, ou en tout cas qu'il y avait un corps commun sur certaines parties du programme pour comprendre le monde. Mais c'est génial. Alors, j'ai pas creusé exactement ce qu'il faisait, mais sur le principe, oui, c'est complètement ce qu'il faut faire pour l'avenir. Et à l'ère de l'IA, c'est typiquement le genre de choses qui sont plus intéressantes à développer pour nos enfants afin qu'ils s'en sortent à l'ère où le savoir pur n'a plus tellement de sens. Voilà. Et puis c'est l'orientation qu'il va falloir réorganiser aussi, parce que tu parlais de Parcoursup tout à l'heure. Parcoursup, bah, finalement, valorise aussi ce que valorise l'éducation nationale. Et donc, en fait, dans l'éducation supérieure, les gamins sont recrutés sur ces critères-là. Ah oui, oui, non, mais tout à fait. Et puis même les enfants, dans ce monde-là, et t'as beau leur parler, leur expliquer, mes deux gosses, là, il y en a un qui me parle d'être avocat. Alors je grince des dents parce que je sais très bien ce qui se passe avec le MDisk et le Skills Legal de Claude récent. Et on en est qu'aux prémices. C'est quand même inquiétant pour l'avenir des avocats. Je veux dire, alors si c'est une vocation, mon chéri, oui, si c'est vraiment une vocation, mais j'ai l'impression que tu as choisi ça par défaut. Voilà. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses. Avant, effectivement, tu pouvais te dire médecin, avocat, notaire. D'ailleurs, c'est ces métiers-là qu'on prépare encore aujourd'hui et ces formations-là qu'on propose encore à l'école. Euh, bon, donc, on savait qui réussirait, hein, et plus maintenant. On rattrape bien le PowerPoint, hein. Euh, donc, ce qui est réellement en train de changer dans l'éducation, c'est justement que ces parcours-là ne sont plus garantis du tout. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a tout un tas de débats parce que comme l'université est extrêmement chère, il y a tout un tas de gens qui disent, bah, en fait, ça n'a rien. Ça n'a rien d'aller dépenser 50 000 balles par an pour faire un parcours universitaire qui, en fait, ne va rien t'obtenir du tout. Et d'ailleurs, il y a... Des jeunes Voilà. sortent d'école closes aux États-Unis. Les parents payent des coachings hyper chers pour préparer au premier emploi. C'est plus, tu vois, tu payes les études et après tu payes le coach pour trouver le job. C'est ça. Et en plus, les écarts se creusent. Alors là, on n'a pas mis les États-Unis, mais bon, il y a un énorme écart entre les gens qui ont les moyens aux États-Unis et ceux qui n'en ont pas. En Chine, là, vous pouvez voir que ils ont mis l'école l'IA obligatoire. Et la façon dont ils l'enseignent est hyper intéressante. C'est pas juste maîtriser les outils, hein, c'est justement apprendre à challenger, à les faire travailler ensemble avec la matière, à construire. Ils sont vraiment dans une idée de euh, embodiment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on on utilise l'IA de manière appliquée. C'est vraiment hyper intéressant et ils le font dès la maternelle quasiment, ce qui veut dire que quand nos enfants, dans 15 ans, quand ils seront sur le marché du travail, bah, eux, ils auront 15 ans d'avance sur l'utilisation quotidienne de l'IA, non pas pour tricher, parce qu'on entend encore en France beaucoup, ah oui, mais les élèves utilisent ça pour tricher, mais oui, bah, en fait, maintenant, ça fait partie du truc. Donc, moi, j'en connais qui utilisaient leur calculette pour tricher en maths sup et maths spé, hein, qui mettaient leurs formules pour pas les oublier dans leur petite catoche. En vrai, tricher, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est vraiment d'apprendre à s'en servir pour construire des choses. Et donc, nos petits Chinois, enfin, pourquoi je dis petits Chinois? Les Chinois, grand peuple, ont déjà installer ça dans toute la société et de manière bien plus avancée qu'aux États-Unis et qu'en Europe, dans l'utilisation de l'IA dans les hôpitaux, dans la société en général, pour la création de contenu. Il y avait cette vidéo qui tournait sur des villages au fin fond de la Chine qui avaient des foires avec des tables et des gens, des petits vieux, bon, j'exagère, des petits vieux, des seniors et des mamies et des jeunes qui venaient pour faire installer OpenClaw associés à DeepSeek sur leurs ordinateurs et leurs téléphones dans les villages profonds de Chine. Donc, c'est vous dire qu'ils ont déjà compris comment s'en servir pour monter des boîtes, pour créer des choses, pour construire, pour penser autrement. Donc, la Chine a un gros avantage et en France, en tout cas aujourd'hui, on Ah, est encore très très loin.
très très loin. On est très loin, mais nous, on aime bien lancer des commissions en France pour réfléchir. On aime bien prendre notre temps, ralentir un peu, poser des questions. Donc, il y a une commission qui a été lancée l'année dernière. Bon, il y a eu des interviews là récemment, en avril, notamment de Luc Ferry et puis de Laurent Alexandre, le fameux N'étudiez plus, ne faites plus d'études. C'est le slogan. Oui, les deux mecs sont complètement dans les choux, hein, mais bon, bref. Ah bon, on n'est pas forcément raccord avec eux. Ah bah non, vraiment pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette commission? Qu'est-ce qu'on ressort? Qu'est-ce que tu en as retenu, toi? Ben, en gros, bon, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a deux avis presque opposés qui sont débattus presque au même moment et qui produisent des bouquins presque au même C'est moment. ça qu'on en parle. Ouais, voilà. Donc, d'un côté, on a ceux qui sont extrêmement optimistes et qui pensent que ça va pas changer grand-chose et on va travailler en bonne intelligence avec les IA. Et on a un peu l'impression qu'ils y vont, pour reprendre des choses qu'on nous a enseignées en classe des années durant, la fleur au fusil. Ils y vont de manière un peu naïve, et puis tout va bien se passer, voilà. Et puis de l'autre côté, il y a un peu un esprit radical inverse qui pense que étudier ne sert plus à rien, qu'il faut changer complètement de paradigme et que voilà, le monde qui arrive est tellement trouble que tout va se déliter. Bon, je caricature à peine, hein, franchement. Les deux ont tort et les deux ont raison. Euh, et comme le dirait mon beau-père, avec beaucoup de justesse, il a élevé ses enfants comme ça, ce qui est excessif est insignifiant. Et j'ai trouvé toujours. Alors évidemment, moi, je m'inscrivais toujours en faux, hein. Oui. Les pyramides, c'est excessif et ce n'est pas insignifiant. Bon. Mais néanmoins, il y a quand même une forme de justesse là-dedans. Et en tout cas, dans ce qui se passe aujourd'hui entre les doomsayers, hein, donc tous ceux qui voient la catastrophe arriver, voilà, et ceux qui sont techno-optimistes, enthousiastes et les accélérationnistes, donc qui pensent qu'il faut pratiquement transformer l'humain en cyborg avec des implants Neuralink et compagnie pour faire progresser l'humanité et même aller au-delà de l'humanité. Et il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu. Il y a une troisième voie qui, pour le coup, pourrait très bien se dessiner en Europe si l'Europe se bougeait un peu et arrêtait de se paralyser sur des questions de réflexion et de légifération. Légifération, ça ne se dit pas. De paperasse et de réflexion et d'articles de loi, voilà. Mais il y a une troisième voie qui est certainement possible et pour nos Et enfants. d'ailleurs, Voilà. alors, on a encore pas mal de choses. Je vais accélérer un petit peu parce que Ouais. c'est passionnant, mais le temps passe vite. Il y a d'autres modèles qui existent, hein. Toi qui es américaine, il y a Alpha School qui a lancé une formation totalement IA. Voilà, donc Ça, je vous totalement invite à aller regarder, accessible. c'est vraiment intéressant. C'est Bon, vraiment après, intéressant. ça pousse le truc vraiment, vraiment au maximum. Je vous invite à lire et on va partager un notebook Hélène avec les centaines d'articles qu'on a collectés pour préparer cette masterclass avec Carla pour que vous puissiez voilà, les découvrir. Mais Ethan Molly qui est super intéressant, hein, sur les 7 rôles que l'IA peut jouer en classe. Et là, on se rend compte que les cours peuvent devenir vraiment passionnants, à la fois être tuteur, coach, mentor, coéquipier, être un outil, un simulateur, un apprenant. Moi, je sais que mon père développe des outils pour ses petits-enfants pour les aider à réviser, etc. C'est assez dingue ce qu'on peut faire et donc on peut augmenter l'apprentissage finalement plutôt que le rendre, comment dire, enfin, Et il y a des apps qui existent qui sont dingues faites avec l'IA pour faire ça déjà. Mais par exemple, moi j'ai un copain, bon, il est génial, il est vraiment incroyable. Il travaille chez L'Oréal, bon, Vincent Bézard, je le cite, Vincent, mon amour, mon amour professionnel, je précise. Vincent, il a un enfant de 7 ans qui ramait en maths, il lui a construit une app de gaming sur les maths et le gamin demande à en faire tous les jours en fait. Voilà. c'est ça. Et c'est vraiment des choses qu'on peut faire. Donc, les enfants devraient-ils utiliser l'IA? Oui. Qu'est-ce qui reste précieux quand l'intelligence est partout? C'est ça qu'il faut développer chez nos enfants. Donc, Et c'est c'est ce qui reste profondément humain et qui n'est pas de l'ordre de l'intelligence classique. Voilà. Et du coup, on va rentrer dedans vite fait parce que on a pris trop de exactement. temps. D'abord, on leur apprend le jugement, la capacité à décider quand la réponse est fausse, même quand elle semble juste. C'est pas hyper simple.
Ouais, ça c'est vraiment, je pense, un sujet, et il y a plein d'exercices pour faire ça. Plein, plein, plein d'exercices qui sont ludiques, qui sont sympas, qu'ils adorent en plus. Ça les amuse. Vous savez, quand ils sont tout petits, il y a le jeu des 7 erreurs. On faisait toujours ça avec nos enfants dans les cahiers de vacances, que moi aussi j'ai beaucoup utilisé pour les occuper une demi-heure. Mais maintenant, bah, il y a un peu la même chose. On peut leur montrer des vidéos de deepfake, de machin, en disant, vas-y, dis-moi si Ouais. celle-là elle est vraie, elle est fausse. Enfin, challenger un texte, prendre un auteur connu, un peintre, etc., et aller chercher des erreurs, aller challenger. Vas-y, critique, mon petit. Vas-y, toi qui aimes donner ton point de vue, vas-y, critique ce qui a été écrit. Essaye de trouver les failles, les fautes, etc. Ils aiment ça. Le goût. Alors, je ne peux que dire qu'aller cultiver des expériences à l'extérieur, les musées, les théâtres, les guignols, les sorties à la campagne, les découvertes du goût, l'alimentation, les marchés, les couleurs, les voyages, toutes ces choses qui vont cultiver le goût, la découverte de l'autre, la découverte de choses qu'ils ne connaissent pas. Et presque, j'ai envie de dire que ceux qui ont envie de faire un tour du monde et qui n'ont jamais osé y aller, bah, c'est le moment. Vous pouvez tout à fait. Avant, il y avait le CNED pour aller faire ça, qui était quand même assez moyen. Maintenant, avec l'IA, votre enfant ne perdra rien de son niveau scolaire. Partez une année, inscrivez-vous à des cours IA, des tuteurs IA, personnalisez son parcours d'apprentissage. Il ne perdra rien et faites-lui découvrir le monde. Faites-leur découvrir le monde, c'est important. L'incarnation, alors ça, c'est vraiment très important. C'est même peut-être l'élément le plus important. Les compétences, on va dire EQ, hein, Emotional Intelligence, Social Intelligence, donc la capacité, les soft skills, comme disent les Américains de chez nous, la capacité à interagir, à travailler en groupe, à se comprendre, à écouter l'autre, l'empathie, ce sont des choses qui vont être valorisables, valorisées, qui vont être Ça. utiles. Voilà, c'est pas juste, ah, c'est sympa de le faire et on le faisait déjà. Là, maintenant, ça va devenir vital pour trouver un emploi, pour Exactement. avoir une valeur. Voilà. Les relations aussi, l'air d'être transformées par une autre personne et lui transformer en retour. Oui, et d'être ouvert à l'autre, à la différence. Ça, ce sont des choses qui sont très importantes, mais que du coup, il faut aller provoquer. Alors, je sais que ça paraît un peu bizarre de dire ça comme ça, mais il faut aller essayer de provoquer cette rencontre de l'autre avec nos enfants, ce qui demande une démarche active, d'aller chercher des activités où c'est possible. La responsabilité, moi, alors ça, c'est un truc que je travaille beaucoup avec mes garçons qui est assez difficile parce que c'est jamais de leur faute. Donc, être responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, euh, de l'output de quelque chose, même si on travaille avec une IA, même si on travaille avec quelqu'un d'autre, on est responsable de ce qu'on produit, de ce que l'on décide. Euh, euh, voilà, et donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile à enseigner, mais important. Alors, on a mis l'histoire du potager, pas du Ouais, tout pour être nostalgique, mais voilà, mais pour dire qu'en gros, tous ces savoirs différents, ces savoirs anciens, ces savoirs corporels, donc on parlait de main et de papier tout à l'heure, là, on parle de main dans la terre, de voir des choses qui poussent lentement, eh bien, ce sont des choses qui étaient sympathiques, amusantes, drôles, chouettes à raconter en public. Ah oui, on a un petit potager, un petit carré qu'on a gardé, un petit lopin dans le 10e pour faire le truc, c'était sympa, c'était bobo. Maintenant, ça devient des skills qui vont être vraiment très importants, d'ancrer dans la réalité, d'ancrer dans la terre, dans les savoirs on va dire, embody, les savoirs corporels, ça va être très important pour l'avenir. Donc, Alors, du coup, tu dis que l'éducation n'est pas dépassée, et j'aime beaucoup parce qu'avec Tash, on aime bien dire qu'on est des problème solvers, mais en fait, l'éducation résout le mauvais problème aujourd'hui. oui, l'éducation, jusqu'ici, a été pensée pour donner des savoirs, et donc elle résout pas elle donne des réponses, en fait, pour qu'on ait des réponses à tout un tas de questions. Bah, maintenant, les réponses, elles sont toutes cuites et elles sont Voilà. disponibles partout. Alors, on peut s'en plaindre, on peut en trouver ça dommage, mais c'est le cas. Le monde est déjà plein de réponses. Et donc, maintenant, il faudrait plutôt
que l'éducation apprenne à orienter, apprenne le jugement, apprenne le sens, apprenne le goût, apprenne l'intuition. Alors c'est compliqué de dire ça. Qu'est-ce qu'un prof, comment peut, un professeur peut cultiver l'intuition, le sens des autres, la créativité, le jugement, euh, ce qu'il y a de profondément singulier en chaque élève. Comment est-ce qu'un professeur peut travailler ces sujets-là? Bien sûr, en maintenant un socle commun de connaissances qu'il faut garder. Hein. Après tout, qui c'est qui parlait de la kill switch il n'y a pas longtemps? Alors oui, donc c'était quand il y a eu la petite invasion en Amérique latine, il y a eu un truc qui s'est révélé. Donc pendant des années, il n'y avait que les complotistes qui parlait de kill switch. Il disait qu'on pouvait éteindre l'internet dans un pays. Et alors Ah, tout le monde disait bah non, ça n'existe pas, il n'y a que dans la science-fiction que ça existe, c'est impossible, etc. Sauf que, effectivement, quand il y a eu la petite attaque américaine, eh bien, en fait, Internet a été coupé dans tout le pays. Et du coup, mais complètement coupé. Et donc, ça a révélé au grand jour qu'effectivement, la kill switch existait. Donc, effectivement, il faut un socle commun de compétences et de connaissances entre guillemets par cœur, acquises, connues, multiplier, diviser, lire, comprendre notre passé, avoir des connaissances sur l'histoire. Enfin, bien sûr qu'il faut un socle de connaissances communes qui perdure et existe quelle que soit l'utilisation de voilà et la présence de l'IA, mais c'est quand même ça doit être couplé à plutôt un esprit critique, la capacité de réfléchir, d'être créatif, de faire des ponts, voilà. Et donc finalement, on a créé une petite rosace là où la poésie, euh, le jardin, la singularité humaine, les émotions, euh, l'IA doivent se développer de manière exponentielle. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai découvert une jeune femme qui s'appelle Lorraine Ducré. Voilà, Lorraine Ducré, c'est son nom. Et qui travaillait chez Google avant sur l'entraînement des modèles IA, mais qui par ailleurs est poétesse et qui a quitté Google pour travailler sur les organisations à travers la poésie. Donc elle va dans les entreprises, hein, genre AXA, euh, BNP, enfin des grosses entreprises. Elle fait faire de la poésie aux gens associés à l'IA. Et voilà, et donc je dis ça, pourquoi je dis ça à dessein? Parce que en vrai, euh, les profils qui vont rester, les profils qui vont pas se faire virer, ce sont les gens, les poètes du monde humain. Alors, on a parlé de poètes, de paysans et de corsaires. Alors, j'avais écrit tout un article là-dessus. Alors, l'expression poète et paysan vient de L'Oréal, pour tout vous dire. Il faut savoir être poète et paysan. Euh, et récemment, on a parlé de corsaire. Alors, un corsaire, c'est pas un pirate. Un corsaire, c'est quelqu'un qui, justement, a de la créativité dans sa façon de naviguer le monde et de faire les choses, mais il est quand même derrière une bannière. Il ne fait pas n'importe quoi. Il respecte un code d'honneur. Et donc, poète, paysan et corsaire, c'est presque ce que j'ai envie de donner comme conclusion à cette discussion ouverte sur qu'est-ce qu'on peut donner à nos enfants. Eh ben, ah ouais. on peut leur enseigner à être poète, paysan et corsaire. Donc poète, la créativité, l'intuition, l'émotion, la capacité à comprendre l'autre, à s'intéresser, à être curieux. Euh, Paysan, la capacité à comprendre le terrien, à comprendre, à construire, la notion de build, de construire les choses, d'avoir des vrais skills de construction, de comment construire les choses. D'ailleurs, juste petite digression très rapide, il y a une énorme tendance en Chine là, en ce moment, c'est automate your colleague skills. C'est vraiment, c'est partout, c'est devenu viral, ça fait le buzz, comme on disait jadis, j'aime pas ce mot, mais bon, voilà. Et donc, ce sont des gens qui essayent de mettre en MD, en skills, en trucs automatisés, les compétences de leurs collègues. Parce que du coup, ils s'augmentent
et donc leurs collègues deviennent inutiles et peuvent se faire virer, et eux, ils ont acquis les skills de leurs collègues. Donc en fait, quand je parle de poète et de paysan, la poésie, bah, c'est un skill qui est très difficile à copier, hein. Donc être poète, être créatif, c'est quelque chose qu'il va falloir développer, et que ce soit Darius Amadeo et sa sœur chez Anthropique, hein, Claude, ou que ce soit Palantir, Alex Karp, le patron de l'entreprise la plus cotée pour le militaire américain, les deux disent, il va falloir faire les humanités, il va falloir faire de la philo, et il va falloir des enfants neurodivergents ou des passionnés. Donc moi, je veux recruter que des passionnés, des gens qui ont des vocations, ou des neurodivergents, dit Alex Karp, et le patron d'Anthropique et ça dit, ah ben moi, je veux des gens qui ont étudié de la philo, des lettres, Oui, des donc on va humanités. embaucher des philosophes, des prêtres aussi au Vatican, hein. Ouais, Voilà, donc exactement, exactement. Donc en gros, les poètes, d'un côté, les paysans, ceux qui savent encore euh, faire du pain, travailler la terre, euh, construire des choses virtuelles ou réelles, mais construire, voilà. Et puis les corsaires, c'est-à-dire ceux qui pensent différemment, ceux qui pensent de travers, ceux qui ont envie de sortir des normes, ce seront les profils les plus recherchés. Et donc, c'est ce type de skills qu'il faut aller développer chez nos enfants, en plus de l'éducation nationale, en plus de vos jobs. C'est pas facile. C'est pas facile. Mm. C'est surtout ce que j'entends là, un vecteur de la transformation de l'éducation dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on ne transforme pas grâce à l'IA, peut-être les transformer plus vite, parce qu'il va falloir aller plus vite sur certains chantiers, mais cette réforme qui est nécessaire, et ce que tu dis là depuis tout à l'heure, était déjà vrai avant l'IA. Changer la façon d'apprendre, apprendre aux enfants à apprendre, pousser la curiosité, travailler en groupe. Toutes ces choses-là, on n'a pas attendu l'IA pour que ça arrive. Donc, pour le mot de la fin, est-ce que tu peux nous dire ce que l'IA va faire? Ça va vraiment être un vecteur d'accélération? C'est un outil parmi tant d'autres pour faciliter ça? C'est un repoussoir, parce qu'on voit bien aussi les gens qui s'arc-boutent contre ça, notamment dans l'éducation nationale. Je parle vraiment avec ce prisme français. Mais comment est-ce que tu vois justement l'IA s'imbriquer là-dedans? Bien, je pense que déjà, il y a effectivement beaucoup de gens qui s'arc-boutent, comme tu dis, beaucoup, 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 et qui parlent de tricherie, on va pas mettre des robots à la place des professeurs. J'ai entendu une directrice d'école dire ça récemment. Euh, mais en fait, on va pouvoir personnaliser l'éducation. Chaque élève pourra avoir de l'aide. Les professeurs, et j'ai vu ça en Allemagne, il y a tout il y a un outil qui est utilisé par la moitié des profs allemands qui s'est emparé du sujet et qui a apporté ça aux professeurs. D'abord, ça a aidé les professeurs à aller beaucoup plus vite sur tout ce qui est paperasse et administratif, et ça bouffe la vie d'un prof, ça, la paperasse et l'administratif. Donc déjà, c'était une chose qui a été accueillie, mais au-delà de ça, ça leur a permis de créer des formats complètement différents, créatifs, sur mesure pour leurs élèves, qui en plus a enthousiasmé leurs élèves, etc. C'est vraiment, ça permet d'aller vachement loin dans la créativité. Et il y a beaucoup de professeurs qui s'emparent du sujet et qui testent des choses qui sont hyper intéressantes sur comment apprendre différemment, comment personnaliser l'éducation pour les enfants, comment faire passer un concept mathématique de 10 manières différentes pour des enfants pour qu'ils ne comprennent pas, et donc donner l'accès aux maths à tous, comment faire aimer le théâtre, les lettres et la lecture à des enfants qui sont peut-être plus réfractaires, ou qui ne lisent plus, ou qui ne s'intéressent plus. Donc en fait, ça quand même, il y a tout un tas l'augmentation de l'enseignement, la personnalisation de l'enseignement, il y a tout un tas de choses à faire qui sont vraiment intéressantes, et qui vont plutôt aider, je pense, les professeurs à trouver aussi plus de plaisir. On sait que l'enseignement national, enfin l'éducation nationale a du mal à recruter des profs. Alors, il est dit que les classes de 30, que le manque de moyens, que les élèves de plus en plus difficiles et dissipés, qu'on fait plus que de la discipline. Il est dit que évidemment la paye, forcément il y a la question de la rémunération, mais c'est vraiment pas que la question de la rémunération. Des gens qui aimeraient enseigner, il y en a plein, mais la façon dont c'est foutu aujourd'hui, trop de paperasse, trop de complexité, des classes énormes, etc. Mais avec l'IA, ça va être possible de nouveau de ne plus faire la discipline et d'exciter les élèves et de traiter chaque élève de manière individuelle et personnalisée. En plus,
ça va, je pense, augmenter les professeurs de manière extraordinaire. Et c'est possible. Ça va permettre de créer plus de connexions interdisciplinaires, de travailler les classes complètement différemment. Donc, il y a vraiment, au-delà de savoir utiliser les outils, il y a vraiment quelque chose de magique pour les profs, je pense, Mm. et pour réenchanter le métier de professeur. Il va Euh, falloir aussi prendre ton bâton de pèlerin et aller lutter contre le lobby du livre. Parce qu'on sait très bien que l'immobilisme en France est dû aussi à ce lobby de l'édition éducative ou d'enseignement et qui fige toute forme de réforme ou de changement. Donc ça, c'est un vrai souci aussi. Mais Oui, en tout et après le cas, livre peut être augmenté aussi, enfin, et peut-être si le je lobby donne du pas. livre aussi se modernise. Enfin, je pense qu'il y a énormément de choses à construire, et en fait, on rentre dans une période de foisonnement et de créativité extraordinaire sur, on parlait au tout début de l'aéronautique, du train, de toutes ces industries qui s'étaient modernisées de manière extraordinaire. Et ben là, d'un coup, on a les moyens pour les professeurs, pour le corps enseignant, je parle bien, pas que juste des élèves qui vont s'en Bien sûr. servir, bien sûr, pour construire des choses, mais pour le corps enseignant, de réenchanter leur métier, de l'augmenter et de pouvoir imaginer tout un tas de nouvelles manières d'enseigner qui sont vraiment extraordinairement intéressantes et qui vont être utiles. Donc, je ne pense pas du tout que le professeur va disparaître, au contraire. Il va Oh être non. augmenté et on a hâte de découvrir le prof de demain. Merci beaucoup, Carla. Est-ce que dans le chat, vous avez des questions, des réactions? Voilà, déjà, si ça vous a plu, est-ce que l'éclairage qu'on a pu vous apporter vous a intéressé? On veut bien savoir. Ça nous intéresse aussi d'avoir votre feedback sur ce qu'on a préparé. Et si vous avez des questions, on a encore, on peut prendre encore quelques minutes pour y répondre. Ne soyez pas timide. Si vous avez peur, vous pouvez le mettre dans le chat. Et puis pour les nouveaux métiers aussi, ce sera peut-être une masterclass tout entière, mais il y a plein de nouveaux métiers qui s'inventent et qui vont avoir besoin de professeurs. Salut, Nicolas. Bonjour. Moi, Bonjour. j'ai trouvé j'étais, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça va au-delà de l'enseignement avec les enfants. Ça peut s'appliquer à tout le monde. Et alors, j'ai une approche assez intéressante. J'aime bien la Chine et je voulais savoir où tu avais récupéré ces infos sur la Chine parce que j'aimerais bien aller un peu plus à fond sur ce sujet-là. Alors, tout à fait, il y a plein de façons de le faire. La première, c'est que tu télécharges DeepSeek. Ouais. DeepSeek qui est l'outil, enfin qui est le chat GPT chinois, enfin je caricature, mais c'est un peu ça. Et en l'occurrence, DeepSeek te donne les informations qu'il tire de Baidu, de Bilibili, de l'écosystème Alimama Alibaba, voilà. Donc en Mhm. fait, les sources sur lesquelles il est entraîné sont des sources chinoises. Et donc quand tu veux des informations sur un sujet, et notamment sur Tech Education et des choses comme ça, eh ben, il te sort tous les articles, toutes les choses, voilà, traduites. Ça, c'est une des premières façons de le faire. Le Et c'est deuxième, pas filtré. comment? Et c'est pas filtré pour l'Europe. Non, c'est pas filtré, c'est pas. Enfin, il y a des trucs qui sont filtrés, mais globalement, quand même, tu trouves beaucoup de choses intéressantes. Il y a D'accord. largement de la matière. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui sont spécialistes et qui traduisent pour l'Occident, entre guillemets. Donc, il y a Mhm. Pan Daily, il y a Ashley Dudenrock, on pourra mettre les liens après. Ashley Dudenrock, qui est une penseuse hyper intéressante, qui traduit à la base pour les entreprises et le marketing, mais qui fait des décryptages sociétaux hyper intéressants. Ok. Il y a l'agence Red, il y a vraiment. Moi, j'ai évidemment tous mes favoris et je pourrais les partager avec Elodie derrière. Puis je crois qu'Elodie et Nash ont aussi toute une liste de choses. Mais en gros, il y a tout un tas de sources. Et une fois que tu as toutes ces sources, tu peux t'abonner à ces sources en chinois ou en français. Ou en anglais d'ailleurs, et tu peux ensuite automatiser avoir un espèce de revue de presse, si vous voulez, toutes les semaines sur ces sujets, en briefant bien sur les signaux faibles et sur l'importance d'avoir des signaux faibles. Voilà. Et puis, il se trouve aussi que j'ai beaucoup d'amis en Chine. Et que ils savent que je m'intéresse à ces sujets. D'ailleurs, pas qu'en Chine, je reçois, je reçois, allez, minimum 20 ou 30 messages en DM de gens, dont des gens que je connais pas parfois, me dire ah j'ai vu que tu t'intéressais à ça, j'ai pensé que tu pourrais lire ça. Donc j'ai en plus un corpus de gens qui me nourrissent sur ces sujets. Mais déjà avec DeepSeek,
Tu peux vraiment avoir des sujets très, très intéressants sur ce qui se passe en Chine. Voilà. Et puis, il y a des podcasts. Alors, il y a des podcasts, il y en a pléthore sur la Chine. Il y a d'autres questions. Super. Merci en tout cas pour Ah, on le ne retour. l'arrête pas, Merci vous l'avez beaucoup. compris, vous la branchez. Euh, on va créer un autre bouquet la main avec toutes les ressources, etc. Parce que Carla, effectivement, tu en as partagé un paquet, on en avait aussi beaucoup avec Nage, donc vous pouvez retrouver les liens et puis poser vos questions si vous en avez, bien entendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais que c'est l'heure de retourner automatiser vos tâches. Quels sont les retours d'expérience des écoles citées Alpha School et Ethan Molick uniquement sur les cours anglophones, préparation du baccalauréat français? Fabien, je sais pas encore. J'ai entendu qu'il y avait une école qui va ouvrir, alors c'est supérieur, hein, dans 2 ans, full IA, moins de 10 000 € pour préparer à différents postes dans les grandes entreprises. Et derrière, c'est Google, Palantir. Enfin, je vous partagerai l'article. Alpha School, on n'a pas encore de gamins qui sont sortis. Ethan Molly, qui c'est un chercheur, tu peux le suivre sur LinkedIn, et donc il fait beaucoup de recherches, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup. Nous, on n'a pas beaucoup de recul parce que recul. la tech, elle n'a que 3 ans. Le fait qu'elle soit intégrée dans des trucs, même en Chine, ça n'a que 2 ans. Donc, on n'a pas de recul sur ces chiffres-là pour l'instant. Voilà. On n'a pas de recul. On n'a pas de recul. Par contre, moi, ce que je voulais regarder, et j'ai pas encore croisé ça, mais on sait que les meilleures écoles au monde sont en Finlande, hein, on le sait bien, et ils ont d'ailleurs, ils sont méchants, enfin ils sont méchants, ils sont drôles. Vous savez que dans les tests, il faut toujours un groupe de contrôle. Alors eux, ils ont décrété que c'était les Suédois, parce qu'il y a 10 ans, ils avaient le même système éducatif exactement avec le même corpus, et que les Suédois ont choisi d'aller dans une voie, et évidemment, sont en échec sur plein de chiffres et plein de trucs, et que les Finlandais ont choisi une autre voie, et ils sont maintenant sur tous les critères de tous les tests internationaux, ils sont tout en haut de tout. Et parmi les choses, la question de poètes et paysans est en premier, puisqu'ils ont beaucoup travaillé cette histoire de pas de devoirs, beaucoup d'outdoors, des classes transverses de réflexion, un travail énorme sur l'empathie, les relations humaines, la main, le stylo conservé. Ils sont revenus sur les écrans, c'est-à-dire ils ont arrêté les écoles directes et les machins, et ils sont revenus à des choses. Voilà. Mais par contre, surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris comme corps professoral pour devenir prof. Il faut que tu aies un master au-dessus. Il faut que tu sois super capé. Il faut que tu sois même en primaire. Et surtout, il faut que tu sois hyper créatif, en fait. Et donc, du coup, il faut que tu travailles cette question de la créativité des enfants. L'apprentissage est très différent. Donc, si tu rajoutes l'IA à ça, alors la question écran, pas écran se pose, mais comment est-ce que, justement, ça peut amplifier cette créativité professorale? Je pense qu'il y a des choses à aller creuser par là. J'ai pas encore fait ce travail, mais il y a des choses intéressantes. Et pour Alpha School, ça vaut le coup d'aller regarder. C'est génial. Enfin, c'est génial. Après, je sais pas du tout si du point de vue académique pur, ou du point de vue post plus tard, ça va servir. Je discutais avec un gars très connu que je ne citerai pas, mais On voit plus un Carla. économiste très connu. Carla, Oui. tu es en train de descendre ou ta caméra monte, je sais pas, Ah mais oui, on a. qui me parlait de Centrale et de X, et qui disait non mais en vrai, nos matheux sont vraiment très 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 bons, et si tu regardes tous les comités d'entreprise aux États-Unis et toutes les boîtes cotées en bourse dans le Comex, il y a des Français, il y a des Français, et c'est que les privilégiés qui ont réussi à atteindre X et Centrale en fait, hein, et que les X et les Centrales sont bien meilleurs que les MIT parce qu'il y en a moins en fait, tout bêtement, et que du coup ils sont beaucoup plus poussés. Bon. Alors c'était un peu cocorico, comme langage. Mais en vrai, tout ce qui est STEM, tout ce qui est sciences appliquées, tout ce qui est... Comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour développer nos enfants et nos filles là-dedans? Je pense qu'il y a des choses extraordinaires à imaginer, et qui permettraient de développer ce type de talent plus tôt. Voilà, comme les Chinois. Merci beaucoup, Carla. On a dépassé de 15 minutes. Ce sera le mot de la fin. C'était vraiment passionnant. On vous partage le notebook LM. Je vous conseille, je vous recommande de suivre et de lire tout ce que peut écrire Carla. On vous tiendra bien entendu au courant. On fait une newsletter spéciale. Enfin, je fais une newsletter spéciale dimanche sur tout ce qu'on s'est dit. Vous trouverez le replay, vous trouverez la présentation aussi, puisqu'on a sauté quelques slides. Je rajouterai des vidéos qu'on voulait vous montrer, mais il aurait fallu, je pense, la journée. En fait, c'est une journée pour débattre sur ce sujet.
Merci à toutes et à tous. Merci à Nash de m'avoir accompagné. Ah, c'était là? Ouais, toi aussi. Cool. Voilà. Richard aussi qui était derrière. Salut. Voilà, à nous. Salut Richard! Voilà. Salut. J'ai Ah des ouais. enfants au Danemark, du coup, j'ai une perception différente encore. Voilà. Ouf, c'était la Suède de Ben, c'est pas le Danemark. Merci à tous, à Salut. bientôt. Bonne journée. Salut!